bonjour et merci de nous accueillir chez vous pour parler du traitement percutané de l'insuffisance mitrale secondaire et au-delà. C'est un symposium organisé par le laboratoire Abbott et qui se tient donc lors de ces journées européennes de la Société française de cardiologie 2021 de manière virtuelle. Mais j'espère que vous nous accueillerez aussi bien que nécessaire. Nous sommes aujourd'hui 4 avec deux grands experts cliniciens de l'insuffisance cardiaque que sont le professeur Michel Galinier de Toulouse, le professeur Richard Isnard de la Pitié-Salpêtrière à Paris, et aussi nous avons la chance d'avoir Anne Bernard, donc, qui est une grande experte en imagerie cardiovasculaire et qui est très souvent en salle de cathétérisme aussi, qui nous vient du CHU de Tours. Et ces trois experts vont donc nous parler du traitement de l'insuffisance mitrale secondaire. Et sans plus tarder, je passe la parole à Michel Galinier, pour qu'il aborde le premier topo clinique sur l'insuffisance mitrale secondaire dans l'insuffisance cardiaque. Bonjour. Le rôle joué par les valvulopathies au cours de l'insuffisance cardiaque a profondément évolué ces 30 dernières années, avec d'une part une régression de leur rôle étiologique du fait de la quasi-disparition des atteintes rhumatismales, compensée cependant par une augmentation de l'incidence des valvulopathies dégénératives, et d'autre part, le rôle essentiel joué par les fuites auriculo-ventriculaires secondaires à l'insuffisance cardiaque, maintenant que nous possédons un traitement sûr et efficace. Et je remercie le laboratoire Abbott, avec qui je confesse mes conflits d'intérêt d'avoir mis au point ces fameux clips. Alors, la première partie, c'est le rôle étiologique des valvulopathies dans la genèse de l'insuffisance cardiaque, qui a profondément donc diminué, mais qui n'est pas totalement, heureusement, aboli en France. Je n'en veux pour preuve que ce registre, la Somme, réalisé par un spécialiste des valvulopathies, le professeur Tribounois, qui retrouve une étiologie liée à une valvulopathie dans 8% des insuffisances cardiaques à fraction d'éjection réduite et dans 13% des insuffisances cardiaques à fraction d'éjection préservée. Et dans notre banque de données, concernant 503 patients atteints d'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite, effectivement, on ne retrouve que 4% d'étiologie valvulaire à ce type d'insuffisance cardiaque. Cependant, chez les sujets âgés, il n'en est pas ainsi et le rôle des valvulopathies reste essentiel, comme le montre ce travail réalisé par mes voisins madrilènes chez les sujets de plus de 70 ans, où on voit que les valvulopathies sont à l'origine de 23,7% des insuffisances cardiaques. Et quand on s'intéresse aux patients hospitalisés par l'intermédiaire des urgences au CHU de Toulouse, ou en cardiologie, sont plutôt dans les services de gériatrie de plus de 80 ans, eh bien, effectivement, chez 431 sujets, on retrouve 22% de valvulopathie à l'origine de l'insuffisance cardiaque. Et c'est souligné par les données de l'étude OFICA réalisée en France, où on observe chez les patients hospitalisés pour insuffisance cardiaque aiguë une origine valvulaire dans 23% des cas. Et il est vrai que la médiane d'âge de ces patients était de 79 ans. Alors on observe donc une transition épidémiologique et physiopathologique avec une quasi-extinction, du moins en France métropolitaine, des atteintes rhumatismales valvulaires au profit des atteintes dégénératives, avec une augmentation permanente de l'incidence du rétrécissement aortique et des insuffisances mitrales dégénératives. Alors parfois, les valvulopathies ne sont pas la cause de l'insuffisance cardiaque, mais une comorbidité de cette dernière. Et vous voyez, dans cette série australienne, cette fois-ci, on voit que 5,7% des patients porteurs de cardiopathie ischémique ou non ischémique ont une atteinte valvulaire rhumatismale, ce qui peut avoir des conséquences thérapeutiques. Et pendant longtemps, notamment au cours de la sténose aortique, on a eu peur chez les patients qui avaient une dysfonction systolique ventriculaire gauche d'utiliser les bloqueurs embryonnaires mais que maintenant, c'est possible, de même que le traitement bêta-bloquant. Alors en fait, ce qu'il faut essayer de faire, c'est de réduire pratiquement à zéro le rôle étiologique des valvulopathies dans la genèse de l'insuffisance cardiaque en traitant ces dernières avant que la dysfonction systolique ventriculaire gauche ou droite n'apparaisse. Et pour ce faire, il suffit d'obéir aux recommandations des sociétés savantes, notamment de la Société européenne de cardiologie. Et dans les cas les plus difficiles, où coexistent l'insuffisance cardiaque et la valvulopathie, il faut avoir recours à des équipes multidisciplinaires spécialisées et dans l'insuffisance cardiaque et dans les valvulopathies. Alors, la deuxième partie de mon discours concerne, à contrario,
le rôle de l'insuffisance cardiaque dans la genèse des fuites auriculo-ventriculaires qui est due au remodelage sphérique des cavités ventriculaires associées à la dilatation des massifs auriculaires qui vont générer ces fuites par un double mécanisme, la dilatation de l'anneau et la traction des feuillets par les cordages du fait de l'éloignement des piliers du plan valvulaire, ce qui va entraîner une restriction et donc un défaut de coaptation valvulaire. Ces fuites auriculo-ventriculaires, qu'elles soient mitrales ou tricuspides, ont un impact pronostique important. Ici, vous voyez le rôle pronostique des insuffisances mitrales sévères dans les cardiopathies non ischémiques ou ischémiques avec diminution de la fraction d'éjection. Et ce rôle pronostique important est indépendant de la valeur de la fraction d'éjection. Et une méta-analyse récente montre que l'insuffisance mitrale secondaire sévère multiplie par 2,5 le risque d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque. Et enfin, dans le bras médical des essais COAPT et MITRA-FR, à 1 an, on observe 25% de décès, 50% d'hospitalisation. Le rôle pronostique de l'insuffisance tricuspidienne est identique. Vous voyez ici, chez 1306 patients présentant une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite, quand vous avez une insuffisance tricuspidienne modérée à sévère, ça grève le pronostic, et ce, de manière indépendante de la fraction d'éjection ventriculaire gauche ou du niveau de pression artérielle pulmonaire. Il va falloir donc tout faire pour faire régresser ces fuites auriculo-ventriculaires. Et la première étape, c'est d'obéir aux recommandations et de traiter de manière optimale, médicalement, nos patients porteurs d'une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite, puisque les IEC, les bêta-bloquants, les antagonistes des récepteurs minéralocorticoïdes, mais également les diurétiques, vont diminuer l'importance des fuites auriculo-ventriculaires. Et en deuxième intention, il y a 2 traitements particulièrement efficaces qui sont la stimulation multisite, s'il existe un asynchronisme et bien sûr un trouble conductif intraventriculaire important, et le sacubitril valsartan, puisque dans une étude qui s'appelle l'étude Prime Study, le sacubitril valsartan versus le valsartan même posologie est capable de faire régresser de manière plus importante les fuites auriculo-ventriculaires. L'important est d'obtenir un effet anti-remodelage avec ce traitement médical et ou électrique qui va permettre une régression des mécanismes de la fuite. Il faut redonner au cœur sa forme normale de ballon de rugby. Et ceci, c'est amélioré. C'est associé à une amélioration du pronostic des patients. Si ça ne suffit pas, eh bien, si le malade ne répond pas à un traitement optimal électrique et médical, il faudra passer aux techniques interventionnelles, non pas tant à la chirurgie, qui du fait de son risque est limité aux patients qui ont une insuffisance mitrale qui doivent être opérés pour une chirurgie coronaire, comme méthode endovasculaire, et notamment aux techniques bord à bord, issues de la technique ancienne chirurgicale d'Algérie, j'ai nommé le Mitra Clip. Faut-il encore que la sélection des patients soit rigoureuse? Il faut apprécier l'importance de la fuite chez des patients qui sont à distance d'une décompensation, bien traitée, au repos et si nécessaire à l'effort, parce qu'il y a parfois des fuites qui sont dynamiques. Et le candidat idéal, c'est celui qui présente une insuffisance mitrale disproportionnée, à la fois sévère, mais encore avec un remodelage ventriculaire gauche qui n'est pas majeur, un volume télédiastolique indexé inférieur à 87 ml par mètre carré, avec une fraction d'éjection supérieure à 20%. Et on peut également maintenant traiter les fuites tricuspidiennes par voie endovasculaire grâce au TriClip, puisque l'étude Triluminate a démontré qu'on pouvait faire régresser l'importance des fuites tricuspidiennes et améliorer ainsi la symptomatologie de nos patients. Et ceci, ce n'est qu'un début, puisque les traitements endolumineux des pathologies structurelles ne cessent de progresser à pas de géant. Merci de votre attention. Merci Michel, merci donc pour nous avoir bien situé les valvulopathies dans la prise en charge de l'insuffisance cardiaque. Et donc désormais, il est temps de passer la parole à Anne Bernard pour nous parler de la place du clip dans la réparation des valves atrioventriculaires. Donc Anne, je te passe la parole, merci beaucoup. Bonjour, je suis Anne Bernard, je travaille au CHU de Tours et j'ai le plaisir au cours de cette session sur l'insuffisance mitrale secondaire de vous parler de la place du clip atrioventriculaire. Tout particulièrement, moi je vais insister sur la sélection échographique des patients quand on souhaite les référer ou discuter d'un traitement par clip.
Alors, voici mes conflits d'intérêts pour cette présentation. Quand on parle d'insuffisance mitrale secondaire et qu'on veut faire un bilan complet d'un patient, il va être très important de suivre un plan en 5 points pour évaluer l'insuffisance mitrale secondaire. Premier point, c'est l'étiologie et la morphologie de cette fuite secondaire. La sévérité de la fuite en deuxième, la taille du ventricule gauche et sa fonction, puis le côté droit du cœur, et enfin, le dernier point, c'est la faisabilité d'une technique percutanée. Alors, commençons par le premier point. Déterminer précisément l'étiologie et la morphologie valvulaire dans l'IM secondaire, c'est un point fondamental. Dire il s'agit d'une IM secondaire parce que le ventricule gauche dysfonctionne et les valves sont normales, ce n'est le plus souvent pas suffisant pour être précis. Et parce qu'on a des situations particulièrement compliquées. Donc, il va falloir prendre le temps, d'analyser le mouvement valvulaire et donc de répondre à la classification de Carpentier. On peut être soit en type 1, parce que le mouvement valvulaire est dit normal, et là, c'est ce qu'on voit en cas de dilatation annulaire, notamment dans les cardiomyopathies dilatées, avec dysfonction VG, mais ça peut être aussi avec une fonction ventriculaire gauche préservée et une dilatation de l'oreillette. C'est dans ces cas-là ce qu'on appelle une IM atriale. On peut aussi avoir à l'opposé un type 3 de la classification de Carpentier, mais 3B, une restriction qui est uniquement en systole, et c'est le cas des cardiopathies ischémiques. Ensuite, point suivant, il faut évaluer la morphologie des feuillets valvulaires, parce qu'on a vu le mouvement, mais il faut aussi regarder cet aspect des feuillets. On peut avoir notamment des IM mixtes qu'il sera important de préciser dans notre bilan valvulaire. Et puis, enfin, n'oubliez pas le ventricule gauche. Évaluer l'étiologie de la dysfonction VG, c'est un point fondamental. Deuxième point pour l'IM secondaire, c'est la quantification. Utiliser une approche multiparamétrique et intégrative avec des critères qualitatifs, semi-quantitatifs que l'on connaît bien et aussi bien sûr quantitatifs avec la méthode PISA pour arriver à une précision de quantification qui permette de distinguer l'IM moyenne de l'IM sévère. Ce sera important au moment de discuter du traitement. Alors, cette différence, elle est importante aussi, et notamment parce que le critère optimal de sévérité de la fuite mitrale secondaire, c'est encore un sujet à controverse. Pour les Européens, on est resté à une surface pour l'instant à 0,2 cm², qui est le cut-off de mauvais pronostic dans l'IM secondaire. Par contre, les Américains, et ceci depuis 2017 et encore là dans les dernières recommandations, reconnaissent un cut-off de sévérité de l'IM secondaire à 0,4 cm². Alors, la situation n'est pas simple. L'IM secondaire, c'est déjà aussi quelque chose souvent de dynamique et on sait que la méthode PISA a ses limites, notamment parce que l'orifice de régurgitation est le plus souvent en forme de croissant et ça, la méthode PISA ne permet pas, et en tout cas sous-estime la surface de l'orifice régurgitant dans ces cas-là. Donc, multiparamétrique et utiliser la PISA en 3D quand on peut le faire. Troisième point d'évaluation, c'est le ventricule gauche, c'est-à-dire sa taille, diamètre, volume et la fonction ventriculaire gauche. Et ça, c'est à intégrer dans les paramètres de quantification et de sévérité de la fuite mitrale. Pourquoi ? Parce que dans un ventricule gauche très dilaté, on peut avoir un certain degré de fuite mitrale, mais qui est finalement proportionnel à la dilatation du VG. Par contre, un patient qui a une surface d'orifice régurgitant à 0,3 cm² avec un volume à 200 ml, c'est une IM qui est disproportionnée pour la sévérité de dilatation du ventricule gauche. Donc, ce ne va pas être la même chose qu'un patient qui a un VG plus dilaté. Donc, il faut intégrer à notre quantification de la fuite ces volumes ventriculaires gauche, ne pas hésiter à recourir à l'IRM cardiaque si on a besoin d'une analyse plus précise. Alors, c'est d'autant plus important que si on regarde les dernières recommandations, notamment américaines, qui viennent d'être publiées le mois dernier, quand on regarde la place du clip atrioventriculaire, qui est remonté à un degré 2A, il y a certes des critères de fraction d'éjection ventriculaire gauche, entre 20 et 50% pour inclure un patient, mais aussi de taille du VG, avec un diamètre télésystolique à moins de 70 mm, ce qui est dans les critères de COAPT.
l'HAS avait rendu un avis sur l'IM secondaire dès 2019, parlant aussi de volume télédiastolique du ventricule gauche à moins de 96 millilitres par mètre carré, donc indexé, pour une SOR supérieure à 0,3 cm². D'où l'importance d'évaluer ce ventricule gauche dans la décision finale. Quatrième point, c'est le côté droit. Alors, bien sûr, l'hypertension pulmonaire, plus elle est élevée, plus la mortalité est importante. Et donc, il a été rajouté un critère à 70 mm de mercure. La dysfonction ventriculaire droite est un point important. Et bien sûr aussi, toute fuite tricuspide est à évaluer précisément pour savoir si un geste doit être réalisé en même temps sur la valve tricuspide. Dernier point de notre évaluation, c'est la faisabilité, c'est-à-dire l'anatomie de la valve. Est-ce qu'un clip pourra être mis en place? Là, il faut une évaluation avec une échographie grecque transœsophagienne, c'est indispensable pour l'anatomie exacte, préciser les mécanismes, la présence de calcification valvulaire, d'indentation ou de cleft, la surface de la valve mitrale, la restriction du jeu valvulaire, en particulier dans certaines zones plutôt que d'autres, la longueur mobile du feuillet postérieur et la coaptation. Et pour cette coaptation, on retiendra les critères qui sont ceux déjà d'Everest 2, une profondeur de coaptation à moins de 11 mm et une longueur de coaptation à au moins 2 mm pour pouvoir avoir un bon résultat final du clip. Tous ces critères de faisabilité sont résumés dans ce dernier tableau publié dans les recommandations américaine du mois de novembre. Vous voyez cette coaptation et le diamètre ventriculaire gauche qui a été intégré pour le traitement de l'IM secondaire. Alors, pour résumer, on a donc 5 points qu'on doit suivre pas à pas pour évaluer une IM secondaire et référer un patient pour un clip. Bien savoir qu'il y a encore des zones d'ombre qui seront à préciser dans les années à venir et que toute cette évaluation, elle doit se faire dans le contexte de l'insuffisance cardiaque et donc de la pathologie sous-jacente pour être optimale dans notre évaluation. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Anne, merci pour avoir donc placé le clip dans la stratégie de prise en charge des régurgitations des valves atrioventriculaires. Merci pour ce très beau topo et je passe maintenant la parole à Richard Isnard qui va nous parler du traitement de l'insuffisance cardiaque et de la place de ces traitements percutanés de la valvulopathie mitrale secondaire. Bonjour à toutes et à tous. Donc, le rôle de la réparation percutanée de la valve mitrale dans l'insuffisance cardiaque, c'est ce que nous allons voir. Alors, voici mes conflits d'intérêts. Alors, vous connaissez bien les recommandations pour la prise en charge de l'insuffisance cardiaque systolique, qui sont des recommandations basées sur une stratégie additive. Et la question qu'on va voir ensemble, c'est à quel moment doit s'intégrer finalement la réparation, la correction de l'insuffisance mitrale secondaire. Et probablement, ce qu'il faut bien qu'on réfléchisse, c'est que cette réparation ne doit pas survenir trop précocement, mais il faut sûrement qu'elle ne survienne pas non plus trop tard. Alors, que nous disent les recommandations sur les pathologies valvulaires? Eh bien, ces recommandations qui ont été publiées avant les grandes études insistaient sur des mots qui sont encore d'actualité, c'est-à-dire il faut que l'insuffisance mitrale soit bien sûr sévère, ça c'est le premier caractère, et puis d'autre part, comme vous le voyez, il faut que l'insuffisance mitrale intervienne chez un patient qui soit symptomatique malgré un traitement médical optimal qui inclut la resynchronisation. Et je crois qu'il faut à nouveau insister sur le rôle de cette resynchronisation qui a la capacité de corriger un certain nombre d'insuffisances mitrales fonctionnelles dans le cadre de l'insuffisance cardiaque systolique. Et vous voyez, c'est connu depuis longtemps, mais je vous ai mis une référence d'une étude française récente qui montre que le taux finalement d'insuffisance mitrale significative avec la resynchronisation va passer de 23% à 8%. Donc c'est important que cette resynchronisation survienne précocement. Alors depuis, il y a eu ces deux grandes études, MITRA-FR et COAPT, dont vous avez bien sûr entendu parler, avec des résultats contradictoires, qui ont soulevé finalement beaucoup de débats
et de polémiques qui ont déjà été abordées dans cette session. Et je reviendrai sur, bien sûr, les caractéristiques un peu différentes des patients inclus dans COAPT, avec des critères d'insuffisance mitrale un peu plus sévères, comme vous le voyez là, hein, une SOR qui était à 41 contre 31, et peut-être une insuffisance cardiaque systolique, un degré de dysfonction systolique moins important, en particulier pour ce qui est de la dilatation ventriculaire, puisque vous voyez qu'il y avait quand même une belle différence en termes de dilatation ventriculaire. Et puis les patients dans COAPT étaient recevaient réellement le traitement optimal, car il y a eu très peu de modifications thérapeutiques pendant le suivi, alors qu'il y a eu plus de modifications dans l'étude MITRA-FR. Peut-être que ces caractéristiques, ces phénotypes un peu différents et ces caractéristiques d'études différentes expliquent cette différence de résultats. Il n'en demeure pas moins que quand on regarde les taux de BNP, vous voyez qu'ils sont au moins aussi importants, voire plus élevés dans COAPT, hein, et donc ça c'est un critère bien sûr de sévérité de la maladie. Et quand on regarde le taux de mortalité dans le groupe contrôle, vous voyez qu'il est tout à fait considérable, 23%, identique dans les deux groupes, et même plus important à 2 ans. Alors, bien sûr, Anne Bernard vous a indiqué que finalement, il fallait que l'insuffisance mitrale soit sévère, peut-être plus sévère que dans les critères de MITRA-FR, avec des SOR supérieurs à 30 ou un volume régurgité supérieur à 45, et que finalement la dysfonction ventriculaire gauche ne soit peut-être pas trop sévère pour finalement être efficace pour traiter l'insuffisance mitrale secondaire dans le cadre de l'insuffisance cardiaque, avec cette notion d'insuffisance mitrale proportionnée dans MITRA-FR, alors qu'elle était plutôt disproportionnée dans COAPT, avec une fuite mitrale finalement plus importante que ne le voulait la dysfonction ventriculaire gauche, comme on le voit par exemple dans les insuffisances mitrales d'origine ischémique. Alors, que nous dit l'HAS? Eh bien, l'HAS qui a donné donc une autorisation pour la correction de l'insuffisance mitrale secondaire depuis maintenant un peu plus d'1 an, puisque ça remonte à fin 2019, nous dit que les critères doivent être très stricts. Il doit s'agir de patients ayant une insuffisance cardiaque, avec une insuffisance mitrale secondaire de grade 3 ou 4, non éligibles à la chirurgie de réparation, ayant eu une hospitalisation pour insuffisance cardiaque dans les 12 derniers mois et ayant une fraction d'éjection ventriculaire gauche entre 20 et 50%, mais pas en dessous de 20%, et un volume télédiastolique indexé du ventricule gauche inférieur à 96 millilitres par mètre carré, c'est-à-dire un ventricule gauche qui ne soit pas trop dilaté. Et bien sûr, une SOR supérieure à 0,3 cm². Alors, que peut-on proposer comme algorithme finalement de prise en charge de ces patients et comment l'intégrer dans cette stratégie de prise en charge de l'insuffisance cardiaque? Je vous propose un petit peu cet algorithme. Si vous êtes en face d'un patient ayant une insuffisance mitrale sévère, secondaire, avec une dysfonction systolique qui a été hospitalisé dans les 12 derniers mois, il faut absolument référer ce patient dans un centre tertiaire ayant une expertise à la fois en insuffisance cardiaque et en pathologie valvulaire, qui va confirmer bien sûr le caractère secondaire et sévère de l'insuffisance mitrale. Si tel est le cas, il va falloir que la Heart Team voit si le patient finalement reçoit un traitement médical optimal et une resynchronisation. Et il faut savoir que ce traitement médical optimal risque de changer dans les prochains mois puisque de nouvelles recommandations vont être publiées et il y a fort à parier qu'il sera basé sur une quadrithérapie qu'il faudra mettre en œuvre assez rapidement, basée sur le sacubitril/valsartan, les bêta-bloquants, les antagonistes des récepteurs aux minéralocorticoïdes et les glyphlosines. Et bien sûr, la CRT qui reste. Et si tel est le cas, eh bien, il faudra se donner un petit peu de temps de cette optimisation, on va dire entre 4 et 12 semaines, et faire à ce moment-là une deuxième évaluation. Et si, au terme de cette deuxième évaluation, le patient reste symptomatique, si l'insuffisance mitrale reste sévère et que la dysfonction systolique n'est pas trop sévère, encore une fois avec les mêmes critères que l'on peut proposer, volume télédiastolique indexé inférieur à 96 et fraction d'éjection entre 20 et 50%, que la valve est bien sûr accessible à une réparation. Dans ce cas-là, on pourra envisager le mitractime. Dans le cas contraire, on restera à un traitement conventionné. Et vous voyez que si on est dans des
lors de l'algorithme, si on part dans des bras différents, là encore, on pourra soit, si d'emblée l'insuffisance mitrale n'est pas sévère ou n'est pas secondaire, eh bien, on sera dans du traitement conventionnel. Et si dans le premier cas, on est déjà dans un traitement médical optimal, avec une resynchronisation, pas de nécessité de revascularisation, il faudra d'emblée envisager, on pourra d'emblée envisager le MitraClip. Alors, en conclusion, qu'est-ce que je dirais? Je dirais que finalement, ce qui est important aujourd'hui, c'est que la prise en charge de l'insuffisance cardiaque systolique prenne en compte cette insuffisance mitrale secondaire et intègre les procédures de réparation mitrale percutanée lorsqu'elles sont possibles. Les critères d'éligibilité d'aujourd'hui sont bien définis, mais les procédures doivent être actuellement réservées aux patients ayant une insuffisance mitrale sévère, mais une dysfonction systolique du ventricule gauche qui ne soit pas trop sévère. Il y a des études en cours qui vont nous permettre peut-être de raffiner un peu ces critères et de mieux définir les meilleurs répondeurs. Et je dirais qu'il faut quand même rester prudent et attentif à certains patients qui ont une dysfonction systolique sévère, on va dire une fraction d'éjection entre 20 et 30% ou 20 et 25%, une dilatation ventriculaire gauche limite, d'éviter une perte de temps et une perte de chance pour envisager des traitements alternatifs comme l'assistance ou la greffe cardiaque. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Richard pour ce très beau topo sur le traitement de l'insuffisance cardiaque et la place de la réparation percutanée de la valve mitrale. Donc, nous arrivons au terme de ce symposium, j'espère qu'il vous a plu. Je voudrais insister sur 2 points. D'abord, bien analyser les fuites mitrales chez vos patients insuffisants cardiaques et savoir référer vos patients aux centres qui ont l'habitude du traitement percutané des fuites mitrales. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il existe un remboursement pour la prise en charge des fuites mitrales secondaires par MitraClip, et ceci s'adresse à des patients qui ont des fuites mitrales sévères symptomatiques. Il ne faut pas que les patients soient trop avancés, il faut prendre en charge ces valvulopathies avant que le patient soit trop sévère, quand la fraction d'éjection du ventricule gauche est entre 20 et 50%, quand le volume indexé télédiastolique du ventricule gauche est inférieur à 96 ml par mètre carré, et quand la surface de l'orifice régurgitant est supérieure à 30 mm². Il faut donc suivre nos patients insuffisants cardiaques et savoir référer au traitement percutané les patients qui ont des fuites mitrales qui persistent malgré le traitement médical bien conduit. Ça, c'est le point sur la valve mitrale. Et puis, juste insister sur le fait que débute en ce début janvier le protocole TRI.fr qui, comme MitraFR, teste le traitement percutané de la fuite tricuspide secondaire versus le traitement médical optimal. Donc, peut-être aurez-vous la chance ou l'opportunité d'avoir des patients qui pourront bénéficier de cette prise en charge percutanée ou médicale optimale de leur fuite tricuspide secondaire via le protocole TRI.fr. Je vous remercie, je remercie Abbott, je remercie les Journées européennes de la SFC 2021 et je vous dis à très bientôt. Au revoir.